le Forum citoyen qu'on va vous présenter aujourd'hui. On se lance sans plus tarder. Il y a moi, il y a Edith, mais il y a aussi un beau comité organisateur, une équipe de recherche avec plusieurs partenaires qu'on tient à vous présenter d'office. Évidemment, tout le monde n'est pas ici, mais vous voyez certains d'entre nous sur l'image. C'est un partenariat avec Celiac Québec, et Celiac Québec est représenté par Edith, qui est la directrice générale, mais également par Christine Desjardins, qui est nutritionniste, qu'on voit sur l'image, qui est la personne avec le chandail ligné. Et à cette belle équipe-là se joignent différents acteurs, notamment de l'Université de Montréal et du Centre de recherche du CIUSNIM. Alors, l'Université de Montréal, la faculté de médecine est impliquée dans ce projet-là du Forum citoyen qu'on va vous décrire, notamment avec son directeur pour le Bureau de la responsabilité sociale de la faculté de médecine, qui est donc le Dr Ahmed Maherzi, qu'on ne voit pas très bien sur la photo qui est derrière moi, mais très présent, très impliqué. Et son étudiante, Saja Farah, qui est une étudiante graduée au PhD, qui est également partie de l'équipe. Pas sur la photo, malheureusement, mais elle travaille beaucoup avec toutes les étapes là, du projet. Donc, on la salue, on la remercie. Évidemment, moi, j'ai été présentée. Vous me voyez sur la photo. Donc, je suis nutritionniste, mais aussi chercheuse à Jean-Jacques Gauthier. Et avec un membre de mon équipe, Pascal Bourbonnais, qui est sur la photo. Comment la décrire ça avec les lunettes qui fait, bien, tout le monde fait des petits signes, mais celle qui est sur la photo avec les lunettes, qui est également impliquée là, dans tout le processus, l'organisation de la journée en tant que telle, notamment. Et également un autre partenaire précieux du CHU Sainte-Justine et de l'Université de Montréal, Dr Prévost-Jean Chou, qui est sur la photo, la personne à l'arrière, qui a l'air de taquiner Pascal, et son étudiante à la maîtrise, non pas la maîtrise, en médecine, pardon, Audrey Yanza, qui est pas sur la photo, mais qui est également impliquée, qui est dans les projets de recherche qui découlent du Forum citoyen. Alors, tout le monde ensemble, on travaille pour ce beau projet-là qui a mené à l'atelier d'un Forum citoyen. Et on va vous présenter aujourd'hui un peu la méthodologie, notre approche de recherche, comment on en est arrivé au Forum citoyen, puis à collaborer tout le monde ensemble. Puis de ce Forum citoyen-là, quelles sont les prochaines actions pour mieux desservir les gens qui vivent avec la maladie cœliaque, leurs proches également, puis les professionnels de la santé qui les accompagnent pendant tout le parcours de soins. On a quelques soucis techniques avec les diapos, mais je ne pense pas que ça va entraver là, la compréhension de ce qu'on veut vous présenter. Notamment un petit aperçu rapide du contexte clinique pour la maladie cœliaque, pour ceux et celles qui peut-être n'ont jamais entendu parler de la maladie cœliaque ou peut-être ont certaines idées préconçues. Alors, la maladie cœliaque, ça toucherait 1% de la population et on la définit comme une maladie chronique complexe et auto-immune qui se caractérise par une inflammation intestinale quand on consomme du gluten. Et le gluten, c'est une protéine qui est contenue dans plusieurs céréales et dû à la transformation des aliments, ça se retrouve dans beaucoup de produits transformés. Donc, pas juste là, le pain ou les pâtes, mais dans plusieurs produits transformés qui contiennent des ingrédients qui peuvent avoir été soit issus de protéines de céréales, donc qui contiennent du gluten, ou encore contaminés, donc qui ont été en contact avec des céréales qui contiennent du gluten, et donc ça représente un risque pour les gens. Edith, je vais quand même faire une clarification que ce n'est pas une allergie. Je pense que tu tiens toujours à ce qu'on le rappelle. Tout à fait, effectivement. C'est vraiment une maladie chronique complexe parce que c'est, sans rien enlever à ceux qui ont des maladies ou des allergies, plutôt là, c'est sérieux, des allergies évidemment, mais il y a plus de 200 symptômes, représentations cliniques, donc ça en fait une maladie qui est très complexe. La prise en charge requiert à la fois un dépistage précoce, ce qui n'est pas toujours évident dans notre système de santé, puis le seul traitement qui existe à ce jour pour la maladie cœliaque, c'est une alimentation sans gluten stricte à vie. Donc, il n'y a rien d'autre. C'est vraiment l'alimentation, puis ça implique donc de faire beaucoup de changements dans son alimentation. Puis ça a beaucoup d'impact sur les différentes sphères de la vie de la personne qui vit avec la maladie, mais aussi de ses proches, collègues, personnes qui sont autour d'eux dans leurs différents contextes sociaux. Puis on va y revenir dans les prochaines diations. Qui dit maladie chronique dit également là, complications sérieuses pour la santé, donc à la fois chez les enfants, des retards de croissance, des problématiques au niveau du développement osseux, par exemple, et chez la population adulte, problèmes d'infertilité, complications osseuses également, différentes comorbidités qui peuvent s'accompagner avec le diagnostic de la maladie cœliaque, comme le diabète, par exemple.
Donc, l'expérience de la prise en charge va vraiment influencer la qualité de vie des patients, de leurs proches également. Puis, des fois aussi, même les professionnels de la santé se retrouvent un petit peu avec ces défis-là, puis de bien vouloir soutenir leurs patients dans tous ces changements-là, puis comment ça a des répercussions sur leur vie au quotidien. Merci Maude. En fait, tu as super bien expliqué. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux dans la maladie cœliaque. Malheureusement, on voit encore parfois des professionnels de la santé qui vont dire, fais juste essayer d'arrêter le gluten, on va voir qu'est-ce que ça donne. Des fois, je fais des parallèles en disant, est-ce qu'on dirait à quelqu'un, arrête de manger du sucre si on soupçonnait un diabète de type 1. Donc, c'est un peu, il faut vraiment considérer ça comme une maladie très importante, qui est complexe, avec beaucoup, beaucoup d'enjeux. Et ces enjeux-là, Cœliaque Québec, ça fait 40 ans qu'on existe. Donc, c'est pas nouveau pour nous. Ils sont là, ces enjeux-là, ils sont les mêmes. Ils ont évolué, ils ont un petit peu changé au cours des années. Mais l'essentiel est toujours le même, le délai du diagnostic, la difficulté de trouver des aliments sans gluten, l'accessibilité des produits sans gluten, parce que souvent, ils sont beaucoup plus chers. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et c'est ce qui fait qu'on part un petit peu l'histoire du pourquoi on est arrivé au Forum citoyen. C'est qu'en 2021, il y a beaucoup de données quand même, de recherche qui se fait à travers le monde, surtout en Europe, où qui sont vraiment beaucoup plus avancés sur les connaissances au niveau de la maladie cœliaque. Mais on avait très, très peu de données québécoises. Alors, on a été chanceux, on a fait des représentations, puis à un moment donné, on est tombé sur Marie Marquis, anciennement directrice du département de nutrition à l'Université de Montréal, qui nous a entendus, qui a entendu les enjeux, puis qui a pris ça dans son petit bagage et nous est revenu quelques temps après en disant, j'ai trouvé une étudiante qui serait prête à faire une collecte de données pour documenter les enjeux de la maladie cœliaque au Québec. Alors, on a lancé, dans le fond, l'étude sur la qualité de vie. Et puis, cette étude-là a été fantastique parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de gens qui ont répondu. On a eu comme 733 répondants. Et c'est venu, dans le fond, confirmer ce qu'on savait. Alors là, on avait des données à l'appui pour venir appuyer les enjeux qu'on présentait. Donc, c'est un petit peu parti de là. Ensuite, c'est ici pour changer. Oui. Alors, les principaux constats, comme je disais, c'était vraiment rien de nouveau pour nous, mais de le voir comme ça, c'était vraiment comme ça faisait faire prendre des prises de conscience à tous ceux qui étaient au fait ou qui prenaient connaissance là, des résultats. Donc, on sait qu'il y a un gros élément d'exclusion sociale. Alors, la première des choses, la plus importante, parce que, tu sais, on dit, dans le fond, le traitement, c'est de manger sans gluten. Puis, on mange en moyenne, on va dire, en Amérique du Nord, 3 fois par jour. Alors, à chaque fois que quelqu'un met une bouchée dans sa bouche, il va se poser des questions. Est-ce que je vais être malade? Est-ce que je vais avoir une réaction? Et tout ça. Donc, c'est très prenant. Et les gens, on sait qu'à cause de ça, il y en a 80% qui vont soit complètement éviter de sortir au restaurant, parce que là, il y a une perte de contrôle sur ce qu'ils vont consommer. Donc, ça, c'est vraiment l'élément qui ressort le plus. La spontanéité, ne pas pouvoir sortir avec qui je veux, quand je veux et tout ça. Quand on a fait l'étude, il y avait quand même 70% des gens qui avaient dit qu'ils avaient ressenti de l'exclusion. Nous, dans les témoignages qu'on entend, il y a des gens qui nous ont avoué s'être séparés de leur conjoint parce que l'autre ne voulait pas s'adapter. Mon fils, on est en 2025, commence un nouveau travail et se fait taquiner et c'est quasiment de l'intimidation sur le fait que, on sait bien, lui, il ne peut pas manger avec nous ce midi ou venir à tel party. Donc, il y a beaucoup d'exclusion qui est encore ressentie de la part de la communauté. Et puis, à peu près la moitié vont soit... ils n'aiment pas ça aller manger chez un proche parce que là, ils vont dire, je vais amener mon propre lunch. Là, le proche,
le voient comme un affront en disant « tu ne me fais pas confiance ». Donc, c'est tout ce genre de petites choses-là qui ont ressorti dans l'étude puis qui font réaliser à quel point c'est un grand fardeau de vivre avec cette maladie-là. Dans les autres constats qu'on a eus, c'était plus au niveau du diagnostic. Il y avait une étude qui avait été faite, qui datait de 2012, qui disait que le délai diagnostique était en moyenne de 12 ans. Parce que c'est ça, ça se manifeste souvent sous plusieurs signes et symptômes. Il y a encore, là je ne pourrais pas dire dans les cursus scolaires, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a fut un temps où ce qui était enseigné par le corps professoral, c'était de dire que c'est une maladie vraiment gastro-intestinale. C'est vrai, parce que ça vient toucher les villosités des intestins. Donc, si la personne n'avait pas de la diarrhée, de la constipation, des douleurs au ventre, on éliminait tout de suite la maladie cœliaque. Alors qu'on sait, avec les données qui se sont ajoutées, que ça peut aussi être tout simplement une personne que ça va se manifester avec de l'anémie, avec de l'ostéoporose, avec des maux de tête, un diabète de type 1. Tu sais, ça, c'est dans les maladies, les comorbidités. Puis il n'y en a pas de symptômes gastro-intestinaux, puis on ne s'explique pas pourquoi, mais c'est ça. Alors, la bonne nouvelle, quand on a fait l'étude, c'est que ce délai-là de 12 ans était quand même réduit, mais on avait quand même des gens que ça faisait 2 ans, 3 ans, 4 ans, même jusqu'à 6 ans, qui avaient attendu entre, admettons, une apparition de symptômes ou un test positif à la prise de sang et devant le gastro-entérologue. Donc, il y a vraiment des délais à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il y a 87% des gens qui sont atteints, mais qui ne le savent pas encore. Fait que ça, on est vraiment à ce niveau-là. Puis, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais tout le volet d'accessibilité au traitement est vraiment difficile. On le sait, hein, dans les dernières années, l'inflation, là, c'est les tarifs. On est dans un budget, M. Girard a présenté son budget la semaine passée. On n'est pas en austérité, on n'ose pas le dire, mais on s'en va vers là. Les coûts des aliments sans gluten sont vraiment beaucoup plus dispendieux. Je vais donner un petit exemple. Un pain régulier que vous allez acheter va coûter 4-5 $. Un pain sans gluten va facilement coûter 9, 10, même jusqu'à 15 $. Donc, il y a vraiment une grande différence, ce qui fait que les gens qui se retrouvent en insécurité alimentaire, bien souvent vont avoir de la difficulté à appliquer leur traitement parce qu'ils n'ont pas les sous pour se payer ces produits-là. Donc, en gros, c'est ce qui ressortait de l'étude sur la qualité de vie. Mais est-ce que tu veux parler du fait qu'il y a un crédit d'impôt? Oui, effectivement. C'est assez complexe. Depuis 2000, il y a un crédit d'impôt pour frais médicaux. Alors, ce que ça veut dire, on est un peu dans la période en ce moment là, des impôts. Alors, ce que les gens peuvent faire, c'est qu'il faut qu'ils conservent toutes leurs factures de produits qu'ils achètent. Là, identifier les produits sans gluten, pour trouver un produit qui est comparable. Donc, mon pain sans gluten doit comparer son prix au pain avec gluten, et c'est la différence entre ces deux coûts-là qui peut être mis sur mes frais médicaux dans mon crédit d'impôt. C'est ça. Donc, ce que ça fait, ben, c'est que ça me dit c'est un crédit d'impôt. Donc, si je n'en paie pas, ben, je n'aurai pas de crédit. Donc, les personnes vulnérables financièrement n'ont pas accès à ce crédit-là. Donc, on dit tout le temps que cette mesure-là, elle est un peu inéquitable. Puis, elle est très complexe, hein, parce que là, j'ai dit, OK, mettons, ça coûte 4 $ le pain régulier, puis 10 $ le pain sans gluten, on fait 6 $. Non. C'est parce que le pain régulier va peser 600 grammes, puis le pain sans gluten, 400 grammes. Donc, il faut ramener ça sur un dénominateur commun. Donc, c'est quand même assez complexe comme mesure. C'est des représentations qu'on fait pour faire changer cette mesure-là, mais dans un contexte comme on connaît actuellement, c'est pas demain, malheureusement, que je vais annoncer une bonne nouvelle à ce niveau-là. Oui. Non, mais ça me fait toujours réfléchir parce que, justement, c'est le seul traitement, mais on n'aurait pas cette problématique-là si on avait un médicament à prendre ou peut-être des assurances privées, publiques. Là, vraiment, non seulement il y a peu de choix, c'est l'alimentation sans gluten. On le voit, 72% disent récupérer moins de 500 $ via le crédit d'impôt par année pour toute cette gymnastique-là qui requiert du temps, des connaissances, des capacités.
Ouais, je pense qu'on peut parler d'inégalité. Oui, puis tu sais, on sait qu'en moyenne, c'est une moyenne bien entendu, ça dépend de chacun comment il y a un genre de nourriture dans une journée, mais en moyenne, généralement par année, pour une personne, c'est facilement 1 500 $ de plus par année que ça va coûter là, en épicerie. Donc, avec très peu d'aide financière, là, malheureusement, que ce soit... Parce que c'est sûr que les compagnies d'assurance ne sont pas du tout structurées pour rembourser des aliments. Ils sont structurés pour rembourser ce qu'on achète à la pharmacie. Donc, c'est pour ça que ça crée une certaine problématique. Heureusement, bon, ce n'est pas le sujet de la rencontre aujourd'hui, mais il y a quand même de la recherche qui se fait sur des molécules. On a des études cliniques au Québec pour la première fois depuis 2024, fait que ça, c'est quand même encourageant. Mais vous savez, hein, le processus de recherche est long. Oui. On a complété une phase 2 sur une molécule. On espère annoncer une phase 3 cet automne, mais on ne peut pas... on arrête ça, mais on se croise les doigts. C'est ça, exactement. Alors, je vous parle un petit peu de l'historique de notre collaboration. Bien excitée d'être au centre Jean-Jacques Gaultier aujourd'hui parce que c'est ici que tout a commencé. En fait, on a Grégory Moulet qui est dans la salle avec nous aujourd'hui, puis c'est l'une des premières personnes qu'on avait rencontrées. Puis on n'avait pas encore tout à fait les résultats de l'étude de qualité de vie parce qu'on a fait la collecte de données en 2021, l'automne 2021. Les résultats sont sortis, là, l'analyse et tout ça, là, plus été 2022. Et puis, on avait rencontré l'équipe de Grégory. Puis là, Maude, tranquillement, pas vite, est arrivée dans le décor. Et ça a été, hein, je dirais, un coup de foudre professionnel. Là. Alors, à l'automne, on a publié les résultats, donc, et on avait été chanceux parce que les résultats étaient sortis dans l'infolettre de l'Université de Montréal. Et Dr Maherzi avait vu cette infolette-là. Et il faut savoir que Dr Maherzi, c'est un gastro-entérologue, pédiatre, qui a travaillé en Tunisie et qui s'était impliqué dans l'association de patients cœliaques en Tunisie et avait été très interpellé par les résultats de l'étude et nous avait approché en disant ben écoute, moi j'aurais peut-être une idée de projet sur un forum citoyen et là a semé la graine tranquillement pas vite sur cette méthodologie de travail-là et on en est venu là à partir le projet et puis en gros, c'est à peu près ça. Y a-t-il des choses que j'ai oubliées? Non, je pense que c'est à ce moment-là que Dr Jean Chou, qui était déjà un de vos collaborateurs, effectivement formellement joint, là, qui est devenu notre groupe de travail. Exactement, notre comité organisateur. Pendant 2 ans, tout de même, hein, on a travaillé à la planification du Forum citoyen, puis là, le 16 novembre. C'est arrivé, on va y venir. Oui. Mais je vais vous expliquer peut-être un peu, parce que moi, je ne connaissais pas là, la formule ou la méthodologie du Forum citoyen avant qu'on se lance dans cette aventure-là. Mais ça se veut une méthodologie qui est basée sur le partenariat, en fait, avec un engagement communautaire à la base. Donc, notre question de recherche pour ce projet-là avec Cœliaque Québec, c'était de déterminer, ou en tout cas d'explorer comment on peut accompagner les personnes qui vivent avec la maladie cœliaque dans leur parcours de soins, avec une attention spéciale pour une meilleure inclusion sociale, de par les résultats qu'on avait obtenus là, avec l'étude sur la qualité de vie, qui semblait être un enjeu qui était quand même assez important et présent chez la majorité des gens sondés. Puis notre objectif général pour notre forum citoyen, c'était de tenir le forum citoyen de 1, mais d'en découler un plan d'action qui viserait à contrer les barrières et les répercussions significatives de la maladie cœliaque chez les gens qui vivent avec cette maladie-là, puis comme je le dis, autant leurs proches, les gens dans leur entourage que les professionnels de la santé qui les soutiennent. On est parti avec ça comme base et on en est arrivé par magie comme ça, après plusieurs rencontres, étapes, défis, surmontés à notre journée, grande journée du Forum citoyen qui a eu lieu le 16 novembre 2024. Qui a eu lieu au Campus 1000, puis c'était vraiment important pour nous de le faire sur le territoire là, de la recherche et de la clinique pour justement démontrer notre intérêt puis notre engagement réel envers la communauté cœliaque, d'ouvrir ces portes-là qui sont peut-être un peu plus intimidantes pour certains, puis de démontrer notre engagement réel. Donc, on a choisi le Campus 1000
Puis bon, c'est quand même accessible et tout ça pour les gens qui venaient des régions. On a vraiment fait un effort d'inviter puis d'inclure des gens qui venaient de tous les horizons. Donc, on a une petite vidéo. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. OK, restez à l'affût. Mais ça capture vraiment bien ce qui s'est passé, puis un peu plus là, en détail avec aussi des témoignages de nos participants. Nos participants, donc, étaient issus de ce qu'on appelle le Pentagone du partenariat, qui est l'image que vous voyez sur l'écran. Donc, décider vraiment avec stratégie pour avoir une représentation de plusieurs acteurs qui ont un lien avec le traitement de la maladie cœliaque. Donc, on avait à la fois des décideurs politiques, des professionnels de la santé, des membres des institutions académiques pour le volet enseignement-recherche, des membres de la communauté qu'on dessert, donc dans ce cas-ci, les gens qui vivent avec la maladie cœliaque, puis des gestionnaires du système de la santé. Donc, plus concrètement, pour nous, on avait patients, donc à la fois enfants, adultes, avec des membres de leur famille. On avait des professionnels de la santé, donc nutritionnistes, médecins de famille, gastro-entérologues, ergothérapeutes, infirmières. Oui, je ne me rappelle plus, mais je ne veux pas en oublier. Puis, ce qui était un peu différent, ce qui était beau dans le Forum citoyen, c'est qu'on a un petit peu adapté la méthodologie parce que nous, dans le cadre d'une maladie chronique, c'était la première fois que cette méthodologie-là était appliquée à une maladie chronique. Et comme le traitement vient de l'industrie alimentaire, c'est pas le pharma qu'on a invité, hein, c'est vraiment l'industrie alimentaire. Puis, fait que ça a joué une petite distinction dans les personnes qu'on a ciblées, qu'on a voulu qu'ils participent à l'événement. Oui. Puis, on a des gestionnaires de la santé, mais ça impliquait aussi des gens qui sont dans le système alimentaire, là, différents instituts, donc qui sont dans les cuisines, qui font les mets pour les gens qui sont soit à l'hôpital ou dans des CHSLD et autres, qui peuvent avoir la maladie. Fait une autre particularité, quand on applique le Pentagone à la maladie cœliaque, justement, on n'est pas dans le pharma, on est vraiment dans la chaîne de la transformation alimentaire. On avait des acteurs politiques, des membres de l'industrie alimentaire, puis on avait aussi des institutions académiques, donc à la fois des programmes de nutrition et de médecine. Puis on a beaucoup parlé là, que c'est montréalais et c'est l'Université de Montréal, mais on avait quand même, en tout cas en nutrition, certainement, on avait des représentations des 3 programmes de nutrition qui forment les nutritionnistes au Québec, donc McGill, Laval et Montréal. Donc, il y avait aussi cet esprit collaboratif-là que moi, j'ai trouvé vraiment super enrichissant, puis cette volonté-là de décloisonner même les institutions pour dire, OK, il y a vraiment un enjeu, puis on va s'y attarder tous ensemble. Fait que ça, c'était super de voir ça. Puis aussi, médecine était là, donc avec cette optique-là de former les professionnels de demain pour mieux répondre aux besoins de la communauté. Je dis souvent, moi, en politique, notre cause, elle est transpartisane. Parti libéral, Parti québécois, moi, je m'en fous un peu. Fait que c'était le fun de voir que là, ça s'appliquait aussi au domaine universitaire. C'est comme tout le monde, si on se rallie ensemble, on va y arriver à quelque part. Exact. Oui, non, c'était vraiment bien. Donc, un peu pour vous expliquer comment ça s'est déroulé. Donc, on a parlé des invités, mais la journée même, elle a vraiment il y a vraiment des moments qui sont très spécifiques sur comment ça doit se dérouler. Alors, en premier, ce qu'on avait, on appelait ça notre vernissage ou notre session d'affiches ou de posters. Donc, il y avait quand même des gens qui avaient fait des recherches sur la maladie cœliaque, issus de l'Université de Laval, de Montréal et tout ça. Alors, pendant un temps, c'était aussi une façon, tranquillement pas vite, d'accueillir les gens, de briser la glace et tout ça. Et alors, chacun présentait son affiche, les résultats, donc vraiment dans le standard qu'on connaît, les objectifs, la méthodologie, la conclusion, les résultats principaux et tout ça. Fait que on a commencé la journée comme ça. Ensuite, c'était ce qu'on appelle le forum inversé. Alors, le forum inversé, c'est qu'on avait ciblé des personnes pour venir témoigner en avant. On essayait de leur dire... Vous allez voir, c'est comme si on était assis dans le salon puis qu'on jasait entre nous, mais il y avait quand même 60 quelques personnes qui les écoutaient en avant. Et chacun, dans le fond, leur avait demandé de définir, d'écrire un petit peu comment ça s'était passé avant le diagnostic,
au moment du diagnostic, puis comment ça s'était passé par après. Puis on voulait vraiment que ça soit très authentique, s'il y avait eu des problématiques, qu'il le mentionne, mais si ça s'était bien passé, l'idée c'était aussi de le mentionner. Puis on essayait d'avoir un éventail de témoins dans le sens que, on a pris, on voulait des femmes, on voulait des hommes, bien entendu, on voulait des gens des régions, on voulait des jeunes, on voulait des plus vieux. On aurait aimé avoir un petit peu plus de patients qui avaient plusieurs comorbidités. On n'en a pas vraiment nécessairement eu, à part une qui avait aussi la dermatite herpétiforme, mais quand même. Et ça, je sais que ça a été extrêmement riche. Les gens ont vraiment partagé de façon extrêmement généreuse. On les avait préparés avant. Moi, je les avais rencontrés. Donc, il y avait eu aussi une préparation en amont. Mais c'était le fun. Puis, on voyait qu'il y avait comme... ils partageaient des histoires communes, des sentiments communs et tout ça. Donc, ça, c'était vraiment très... c'était une première prise de conscience pour tous ceux qui les écoutaient. Ensuite, dans l'après-midi, c'est le fameux, ce qu'on appelle World Café, où ce que là, on avait 3 grandes questions et on avait séparé les participants en groupes, puis c'était voulu, encore là, il y avait un objectif de dire, on ne mettra pas, admettons, tous les médecins ensemble ou tous les patients ensemble, on voulait mélanger. Et on avait fait exprès, hein, les cocardes, on avait mis juste le nom de la personne. On ne voulait pas que, tu sais, admettons, un patient se sente intimidé par un chercheur ou, tu sais, des choses comme ça. Fait que tout le monde était au même niveau pour vraiment aussi favoriser le partage, que les gens ne se sentent pas gênés de dire qu'est-ce qu'il y avait à dire et de répondre aux fameuses 3 questions. Donc, ça, c'était dans l'après-midi. Et dans l'après-midi, par la suite, on avait des étudiants qui sont venus prendre beaucoup de notes et qui ont fait une première synthèse, un premier résumé. Hein, c'est sûr que ça se fait le jour même et tout ça, mais l'idée, c'était de venir présenter les principaux constats qu'ils avaient vus dans leur groupe. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que à chaque demi-heure, les groupes changeaient de table pour aller répondre à une autre question. Donc, 3 fois une demi-heure, là, ils allaient répondre à une première question, une deuxième question, une troisième question. Et là, il y a eu des notes qui ont été prises vraiment énormément. Et la synthèse par la suite. Et avec Saja qui avait terminé là, avec elle, vraiment un regard très macro pour venir dresser des premier jet de synthèse, de piste de réflexion et d'action, mais vraiment de façon très résumée. Et à la fin, on a quand même sondé nos participants sur place, parce qu'on voulait être sûr que les gens répondent au sondage pendant qu'on leur distribuait des petits cadeaux, des fleurs et tout ça. C'était vraiment le fun de voir que les gens ont vraiment participé au sondage. On voulait savoir s'ils avaient apprécié, s'il y avait des choses à améliorer. Donc, si jamais quelqu'un veut refaire la méthodologie, bien, il y a peut-être des apprentissages qu'on peut tirer avec ce sondage-là. Puis, toute cette journée-là, moi, une des choses qui m'a beaucoup marquée, c'est quand même quand un gastroentérologue est venu me voir et me dit « Mon Dieu, je n'avais jamais réalisé l'ampleur du fardeau que vivaient les gens cœliaques quand moi, j'annonce un diagnostic. » Donc, il y a eu beaucoup de prise de conscience, puis c'est ça qui est la beauté du forum, parce qu'on n'est pas juste entre nous, on n'est pas juste entre nous, la communauté, on n'est pas juste entre nous, les professionnels de la santé, c'est que là, de mettre tout ce monde-là ensemble, ça permettait de faire réaliser des choses un peu à tout le monde. Donc ça, c'était le déroulement de la journée. Ensuite, les retombées. On a eu 73 participants. Je pense qu'on en a déjà pas mal parlé de qui faisait partie de la journée. Fait que, on avait 2 jeunes garçons qui étaient vraiment sympathiques. Vous voyez un peu ça dans la salle qui étaient là. On en avait pour tous les goûts. C'est maintenant le temps. En fait, je vais vous dire, on a eu quand même des belles retombées de presse. Dans la presse, CTV News, Profession Santé. On avait des journalistes aussi, c'est vrai, qui étaient sur place. C'était voulu, on les avait invités pour documenter justement la journée. Fait qu'on a eu 10-11 retombées de presse, fait que ça a fait quand même beaucoup jaser. Fait qu'on était très contents, très fiers de ça.
Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter une vidéo qui dure 3 minutes. Fait que là, on va tous se mettre en mode on écoute, mais qui résume, puis il y a des témoignages, donc je vous souhaite bonne écoute de la vidéo. Moi, je réalise ma prouesse technologique. Le fait de pouvoir prendre le temps ensemble, d'y réfléchir, de mettre nos forces en commun, les gens aussi qui sont liés à la maladie cœliaque sans être atteints nécessairement, le milieu médical, le milieu de l'alimentation. Donc, une belle occasion de mettre tout ça en commun. Je trouve qu'il y a juste comme pas assez de choses sans gluten. Les patients souvent disaient avoir vécu des expériences qui n'étaient pas toujours optimales après leur diagnostic ou même avant leur diagnostic. C'est important de sensibiliser les médecins de famille à la maladie cœliaque et surtout à être à l'affût des symptômes frustes et de penser à dépister. Quand j'ai commencé ma pratique, la maladie cœliaque, c'était une exception, alors que maintenant, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup plus qu'on le pense dans la population quand on est attentif aux symptômes et qu'on pense à faire les tests pour la trouver, la diagnostiquer. Et malheureusement, nous ne sommes pas toujours au courant de la réalité de leur problématique. Aujourd'hui, ce qui a été mentionné de l'exclusion qu'ils peuvent ressentir. Et c'est donc pour conscientiser également mon association aujourd'hui face aux problématiques des patients. Je suis particulièrement intéressé par les études cliniques. La diète sans gluten peut être difficile à accepter, donc il faut des alternatives à une diète sans gluten et c'est pour ça que je m'intéresse à des médicaments novateurs qui pourront, on l'espère, contrecarrer les effets toxiques du gluten sur l'intestin et ailleurs sur le corps. Là, on a l'aspect clinique qui revient et ça nous permet de vraiment mettre en perspective tout notre travail en tant qu'industriel, en tant que transformateur, et aussi aller peut-être trouver des nouvelles idées de produits pour subvenir aux besoins de cette communauté. Et on va travailler fort pour un plan d'action, pour des solutions concrètes pour le futur. Alors, voilà notre petite vidéo. Elle est disponible sur notre page web celiac.québec. Si jamais il y en a qui veulent la revoir, vous allez dans le bas de la page, il y a communiqué de presse. Alors, c'est un des communiqués de presse là, qui a été sur notre site Internet. On va vous partager quelques-unes des pistes de solutions qui ont été soulevées. Puis c'était vraiment important, le Forum citoyen, que ça soit vraiment un espace pour parler des solutions. T'sais, on ne voulait pas que ça devienne un espace pour juste ruminer sur les problèmes. Fait que ça a été conçu évidemment pour que les discussions aillent dans ce sens-là, que ce soit des pistes de solutions, des actions à prendre. Puis avec des questions ciblées, justement, comme tu parlais, Edith, sur différents, peut-être la clinique, l'enseignement, l'alimentation. Donc, c'était vraiment dans ce sens-là qu'on voulait entendre tous les participants. Donc, quand on dit participants, ce n'est pas que les patients qui vivent avec la maladie cœliaque, c'est vraiment tout le monde qui a participé à la journée. Donc, quelques-unes en rafale, mais évidemment, on y travaille, puis on continue de cogiter sur tout ce qui a été relevé, puis on va vous faire part des prochaines étapes.
Donc, améliorer les connaissances de la maladie et de son traitement auprès des professionnels de la santé, des milieux de l'éducation institutionnelle et de l'industrie alimentaire, puis du grand public par le fait même. Donc, vraiment, cet aspect de connaissance à la fois pour avoir un diagnostic, pour avoir un suivi qui est sérieux, pour avoir accès à des aliments sans gluten qui est le traitement, puis d'avoir ce respect-là du grand public face à la maladie qui a des répercussions très sérieuses. Dans la même veine, sensibiliser le grand public puis l'industrie de la restauration aussi aux enjeux de la maladie cœliaque. Donc ça a été nommé, puis on pense aux restaurants, mais aussi tout le tourisme, les traiteurs, sur les lieux de travail, collations et autres. Là, ça, c'était vraiment quelque chose qui est revenu, le fait que ça peut mener à l'exclusion sociale quand il n'y a pas d'options qui sont sécuritaires ou quand les gens c'est compliqué, là, amène ton lunch, c'est pas grave, là, ça va être moins difficile, mais de sensibiliser c'est quoi l'impact chez les gens qui vivent avec la maladie cœliaque. Pour les patients qui vivent avec la maladie, leurs proches, il y avait quand même ce besoin-là nommé de créer un grand sentiment d'appartenance de cette communauté-là. Puis aussi, même des professionnels de la santé qui voient ces patients-là, mais peut-être se sentent un peu isolés ou aimeraient avoir une communauté pour pouvoir partager peut-être des stratégies ou ce qui a fonctionné, des services, des produits sans gluten. Donc, ça aussi, ça a été nommé. Améliorer ou bonifier l'aide financière disponible pour les patients. On en a parlé, ça, c'est sûr que c'est revenu. Assurer une offre alimentaire sans gluten sécuritaire dans les écoles et les établissements de soins de santé. Particulièrement les soins de santé, quand on pense aux gens qui sont hospitalisés, qui ont la maladie cœliaque, le fait qu'ils ne sont pas toujours garantis d'avoir une alimentation sans gluten sur leur lieu de soins, c'est quand même assez aberrant. Donc ça a été nommé. Puis évidemment, il y en a eu plusieurs autres qui sont ressortis. Puis nous, notre prochaine étape dans notre communauté de travail, c'est d'identifier des axes stratégiques qui vont être la base d'un plan d'action. Puis chaque axe stratégique va se découler en différentes pistes d'action. Puis ça va être de vraiment identifier qui va continuer à faire à la fois plaidoyer et autres projets pour avancer sur chacun de ces axes-là qui ont été identifiés par le Forum citoyen. Donc, on y travaille en ce moment. L'idée, c'est que ces actions-là vont découler évidemment en projets, demande de subventions et tout ça. Puis peut-être aussi des nouveaux collaborateurs qui vont vouloir se joindre pour peut-être des projets plus spécifiques ou qui sont plus en lien avec leur expertise là, précise. Puis pour le plan d'action, on vise l'automne 2025. Oui. Qui arrive à grands pas. Mais nous serons prêts. Oui. Puis on va faire un dévoilement. On n'a pas encore planifié comment, mais ça va sûrement être diffusé largement. On cherche toujours de nouveaux joueurs. Si vous êtes dans l'assistance et que vous voulez vous impliquer pour des petites ou des grandes actions, ça nous fait vraiment plaisir. Plus on est nombreux à travailler sur cette cause-là, plus on va aller loin. Puis c'est un peu l'idée du forum, c'était cet effet synergique là, de mettre en commun nos ressources, notre temps, nos réseaux pour aller plus loin. Tu l'as nommé, mais on a beaucoup parlé de co-construction. Puis on l'entend, mais souvent on va dire seul, on va vite, ensemble, on va loin. Ouais. Mais c'est vraiment l'essence de tout ce forum-là, de cette méthodologie-là, de travailler ensemble. C'est pas que quelqu'un fait quelque chose, les autres le revisent, on le construit ensemble. C'est ce qui fait que ça a été un peu plus long. On s'est rencontrés en 2022, on a tenu l'événement en 2024, mais en même temps, ça a valu la peine. Donc, c'est de l'énergie bien investie. C'est sûr qu'on fait tous pas ça à temps plein parce que c'est tout un petit pet project qu'on avait dans notre cours chacun individuellement. Mais en bout de ligne, on était vraiment, vraiment contents du résultat. Fait que, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, c'est ce que je veux dire avec ça. Puis on va continuer avec nos impacts, puisqu'on espère que peut-être pas juste avec la tenue du Forum citoyen, mais avec le plan d'action, puis ce qui va en découler, c'est évidemment d'améliorer la qualité de vie des gens qui vivent avec la maladie cœliaque, améliorer leur inclusion sociale, leur parcours de soins, la transition, s'ils sont enfants, aux soins adultes, l'accessibilité au traitement. Puis aussi, dans notre méthodologie, c'est de favoriser la prise de conscience des parties prenantes au-delà de Cœliaque Québec. Vous, on n'a pas eu à vous convaincre, évidemment. Vous êtes au courant des défis, puis tout ça, puis vous faites le plaidoyer sans nous. Mais je pense que plus largement, tous ceux qui étaient impliqués, puis ceux qui ont participé à l'événement du forum, je pense qu'il y a eu cette vraie prise de conscience-là, puis cette humanité-là derrière. Ah ouais, la maladie cœliaque, puis les chiffres, puis les symptômes.
là, c'est des vraies histoires, c'est des vrais patients, puis là, tu sais, ça met un visage sur cette maladie-là. Je pense que c'était aussi, c'est ça, d'inspirer l'engagement, puis de trouver des porteurs de ballon pour les différents projets qui vont en découler, puis cette conviction-là de travailler ensemble pour la cause. Puis, si on peut, en toute humilité, inspirer peut-être d'autres maladies chroniques, des chercheurs, des cliniciens qui, peut-être ont à cœur une autre maladie, puis qui pourraient voir peut-être quelque chose d'intéressant dans cette méthodologie-là de forum citoyen, d'engagement avec peut-être un groupe comme le vôtre de soutien aux patients, bien, on pense que ça vaut la peine, puis que ça peut mettre les bases pour quelque chose de long terme et avec plus d'impact. Aussi, ben, peut-être plus mon souhait, mais je pense qu'on le partage, c'est aussi d'avoir un impact sur les futurs médecins, les futurs professionnels de la santé qu'on forme. Dans mon cas, je forme les nutritionnistes, donc de les sensibiliser sur la maladie cœliaque, mais aussi sur la responsabilité sociale, puis de s'assurer que les patients, dans 10 ans, mettons, 5, nous reviennent en disant, ben peut-être que c'était pas parfait, mais que je me suis sentie compris, écoutée par mon professionnel de la santé. Moi, ça me ferait vraiment bien du bien à entendre. Puis que de façon un peu continuelle, là, que les soins de santé, justement, soient adéquats, y compris les services alimentaires où le traitement prend tout son cœur, donc soit sécuritaire pour les patients quand ils vont notamment à l'hôpital ou dans leur milieu là, de soins, peu importe ce qu'il soit. Voilà, quelques impacts escomptés. Oui. On rêve grand. On rêve grand. Mais il faut rêver pour y arriver, c'est ça. Après ça, on est dans l'action. On est dans l'action. On ne se demande pas ce qu'on va faire dans les prochaines années. Non, on a des projets amplement. Je vais finir avec quelques remerciements. Après, on pourra aller aux questions, aux discussions s'il y en a. Des remerciements, évidemment, Celiac Québec, toi, Edith, Christine, mais toute l'équipe derrière pour votre confiance. On s'est lancé là-dedans, un peu à l'aveugle. En mode découverte, j'allais dire, mais à l'aveugle, c'est assez réel. Je pense que ça fonctionne bien. Puis en tout cas, moi, c'est une collaboration que je chéris, alors merci. L'appui financier, on a reçu de l'appui du vice-rectorat aux partenariats communautaires et internationaux de l'UDM. Donc, on les remercie. Ça a vraiment lancé le bal pour l'organisation du forum. Le Bureau de la responsabilité sociale de la Faculté de médecine, qui est très, très impliqué, donc à la fois avec Dr. Maërzi, Saja, pour vraiment qu'on puisse continuer avec le forum, le plan d'action, puis en faire sa diffusion. Celiac Québec, pour à la fois les ressources, le temps, l'argent investi. Les IRSC pour une autre belle subvention qui va nous permettre de continuer, et le M3S via Celiac Québec pour également leur soutien financier. Vous, aujourd'hui, pour votre écoute, votre organisation, dans le salle, en ligne, je pense que ça conclut. Oui. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin? C'est bon? Bien, merci. Merci pour l'organisation, de nous avoir invités. Est-ce qu'on a des questions? Merci beaucoup. Je ne sais pas si on va entendre le micro directionnel. Alors, merci. S'il y a des gens qui ont des questions en ligne, n'hésitez pas à les poser donc, dans le clavardage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle en ce moment? Sinon... Moi, je n'ai pas insisté au début, mais je ne sais pas si vous avez mentionné cette fois la différence entre l'intolérance au gluten et la cœliaque. Ah, ben c'est une bonne question. Alors, en fait, la maladie cœliaque, c'est une maladie qui est chronique auto-immune. Il y a plusieurs années, on l'appelait intolérance au gluten. Aujourd'hui, à ce jour, on essaie pour maladie cœliaque de ne plus utiliser le terme intolérance au gluten. Il y a par contre une pathologie qu'on appelle sensibilité au gluten, et là je vais dire en gros / blé non cœliaque, qui est une pathologie qu'on connaît peu, qui ne se diagnostique pas, c'est un diagnostic d'exclusion. Plus ça va, plus on pense que c'est peut-être plus une intolérance, un peu comme les FODMAP, donc au sucre, comme l'intolérance au lactose, mais qui serait dans le sucre des céréales, ou peut-être même des ATI. Donc, c'est nébuleux. Il y a vraiment plus de recherches qui a besoin d'être faites. Il y a des personnes qu'on sait qui vont avoir fait le processus complet, c'est-à-dire
prise de sang pour détecter des anticorps pour la maladie cœliaque qui sont les anticorps transglutaminases. Ensuite de ça, biopsie avec le gastro-entérologue au niveau du duodénum. Et ça, c'est beau, admettons. Et finalement, la personne se rend compte qu'elle va peut-être pouvoir manger une tranche de pain par jour, mais 2 tranches de pain, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est des cas qu'on a vus. Mais c'est très, très rare que la personne va se rendre jusqu'au bout pour avoir finalement ce que j'appelle un diagnostic de sensibilité au gluten non cœliaque. Souvent, les personnes vont retirer le gluten par eux-mêmes de leur alimentation ou sous recommandation vont se faire dire, essaye-t-on ça, voir. Puis là c'est là qu'on dit, c'est vraiment pas ce qu'on privilégie. Nous, on dit tout le temps, si vous avez des doutes, demandez de passer premièrement les tests sanguins, puis on part de là. Comme on ne diagnostiquerait pas, on n'offrirait pas un traitement, peu importe quel qu'il soit, si on n'a pas un diagnostic officiel d'une maladie, on voudrait éliminer que ce soit fait pour la maladie cœliaque parce qu'on dirait que vu que c'est le seul traitement il est alimentaire, il consiste à retirer un aliment, c'est comme on dirait, c'est facile, essaye-le puis on verra. Mais la problématique là-dedans, c'est que quand la personne retire le gluten, puis là, mettons, ça va mieux 3 mois, 6 mois, puis à un moment donné, il y a d'autres symptômes qui réapparaissent. Là, elle se dit, là, c'est ça ou c'est pas ça que j'ai? Et finalement, c'est que si on veut faire un diagnostic de maladie cœliaque, il faut consommer du gluten. Fait qu'une fois que la personne l'a retiré, c'est difficile de recommencer à en manger. Il y a vraiment quelque chose qui est très... qui est contre nature de recommencer à en manger. Donc, souvent, les gens ne veulent pas faire le processus. Fait que c'est pour ça qu'on dit toujours, faites le diagnostic, puis après, si ce n'est pas ça, ça veut dire qu'il faut continuer d'investiguer. Merci beaucoup. J'avais une question. Vraiment, je ne sais pas si vous avez la réponse, c'est par curiosité. Est-ce que vous savez un peu qu'est-ce qui s'est fait à l'extérieur du Québec et Canada, donc en matière de... C'est quand même très large, là, il y a très interdisciplinaire ce que vous présentez, mais que ce soit en termes de politique publique, de recherche, de sensibilisation. En termes de recherche au niveau de molécules, il y a vraiment plein de recherches qui se fait. On a un gastro-entérologue italien, Francesco Leone, qui à tous les 2 ans va mettre sa diapositive à jour sur toutes les molécules qui sont en développement et en recherche. Fait que, il y en a qui vont cibler plus vraiment le côté immunitaire, d'autres vont cibler plus les symptômes. Donc, d'autres vont cibler plus prévenir que la maladie se développe. Donc, il y a vraiment des recherches qui se font un petit peu partout à travers le monde. En termes d'association de patients, d'éducation, de sensibilisation, il y a la plupart des grands pays ont une association de patients. Je pense au UK, entre autres, que c'est probablement, et en Australie. En Italie, c'est vraiment les endroits où les associations de patients sont vraiment les plus volumineuses. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont membres de ces associations-là, très développées, beaucoup plus de ressources et tout ça. Puis en termes de mesures, je dirais... Ici, c'est une mesure fiscale, mais il y a d'autres pays que, moi, quand je suis allée en Italie, je suis rentrée dans une pharmacie, puis il y avait comme vraiment une section de la pharmacie où il y avait des produits sans gluten. Alors, les gens vont avoir, admettons, un montant mensuel, puis là, ils peuvent acheter le pain, la farine, c'est vraiment les produits de base, mais quand même, ils peuvent se les procurer à la pharmacie. Donc, il y a tout ça, on est tous à des points différents. Il y a des pays qui sont vraiment pire que nous, mais il y a beaucoup de pays qui sont vraiment mieux que nous aussi. Ça répond à la question? Oui, absolument. Merci. Oui? Tantôt, je pense que vous avez dit qu'il y avait comme plus de diagnostics récemment sur la maladie cœliaque. Est-ce que pour ça, est-ce que c'est parce qu'on fait plus de tests ou il y a des raisons plus externes qui font la maladie cœliaque qui est plus présente dans la population? Il y a plusieurs facteurs. Il faut savoir qu'avant les années 2000, il n'y avait pas l'étape de la prise de sang pour mesurer les anticorps. C'était vraiment juste la gastroscopie. Donc, c'était la seule façon d'avoir le diagnostic. Donc, souvent, les gens ne se rendaient pas là.
il y avait une certaine méconnaissance. Elle est méconnue aujourd'hui, mais elle est encore plus méconnue il y a 50 ans. Fait que les connaissances augmentent, bien entendu. Les prises de sang qui se sont ajoutées, donc ça, c'est beaucoup plus accessible. T'sais, on dit que c'est une prise de sang, on mesure des anticorps, puis c'est pas trop invasif comme procédure. Mais tu sais, c'est pas dû au fait, parce qu'on entend des mythes des fois, là, que le pain a plus de gluten que dans le temps, ou nos céréales ont plus de gluten que dans le temps. Ça, c'est faux, là. C'est vraiment... C'est multifactoriel. Je pense que, tu sais, il y a un peu à voir avec comment notre société a évolué aussi. On consomme plus de produits transformés, tout ça. Mais c'est pas juste ça. C'est comme plusieurs facteurs ensemble qui fait qu'on en diagnostique plus. Par contre, la prévalence est toujours restée un peu la même dans les dernières années. On parle, là, mondialement, on est plus ou moins 1%. Fait que, il y a des pays, ça va être 0,7, d'autres, c'est 1,4, mais on tourne autour du 1%. Mais on sait que l'incidence a augmenté. Fait que, on n'a pas nécessairement augmenté le nombre de tests qu'on fait, mais il y a plus de gens qui sont diagnostiqués. Oui, allez-y. C'est question sur l'étiquetage. Oui. Donc, dans le fond, des fois, je suis un peu choquée, alors juste que même chez moi, on a quand même quelques allergies. Peut-être une dizaine. Moi, mon conjoint, comme dit à l'enfant. En fait, moi, je suis nutritionniste, je m'occupe aussi des gens qui vivent avec la maladie cœliaque. Oui. Puis, justement, par rapport à ça, tu sais, je sais que sur les étiquettes, ils ne sont pas obligés nécessairement de dire si, par exemple, attends, il y a des galettes que j'ai jamais achetées qui n'ont pas de noix, mais je sais que dans une usine, il peut y avoir des noix, mais si ils ne sont pas obligés d'écrire peut contenir. Des fois, ils vont dire, dans cette cuisine-là, oui, on a des petits noix dans ce cas. OK, merci. Maintenant, j'avais une patiente qui m'a demandé justement la semaine passée, elle dit, elle dit, je voudrais acheter du riz, puis là, j'ai acheté telle marque, mais je ne trouve plus. Elle dit, je pense que j'arrive à telle marque parce que, tu sais, c'est vraiment certifié sans gluten. Puis je me demandais, pour une céréale comme le riz, est-ce que ça vaut la peine d'avoir, tu sais, le saut additionnel? Parce que je ne sais pas si ça peut être. C'est dans une manufacture, justement, ou autre, c'est mieux d'appeler la compagnie, ou qu'est-ce que vous recommandez? C'est sûr que pour les produits céréaliers, donc, tu sais, farine, pain, beurre tendre, tout ce qui est fait avec une base de céréales, on va souvent recommander d'avoir à tout le moins un produit qui porte une mention sans gluten ou qui a une certification sans gluten. C'est sûr, tu sais, le riz, les lentilles, tu sais, on navigue encore dans... Mais tu sais, quand il y a des marques qui portent la mention sans gluten, on essaie de privilégier celle-ci. Comme je dis, surtout dans cette catégorie de produits-là. Oui. Ouais, c'est la question, c'est du prix pour le chemin. Oui. Encore qu'on peut parler. Tout à fait. Peut-être un petit mot. Moi, je voudrais vous remercier et vous féliciter. Je suis très très content de ce partenariat. Tu le disais, on s'est vu il y a 3-4 ans en arrière. Puis là, voit le jour cet événement au mois de novembre, puis cette présentation aujourd'hui. Donc je suis très très fier, puis je tiens vraiment à vous remercier toutes les deux. Puis je tiens vraiment à te remercier aussi, Maud, de pouvoir aussi montrer à quel point la recherche au sud du nord de l'île de Montréal, c'est aussi des projets comme cela. C'est aussi des forums citoyens qui sont super inspirants. Puis vous le disiez, ça peut être une source d'inspiration pour bien d'autres maladies chroniques. Puis j'espère que ça va être le cas. En tout cas, on va veiller à ce que ça fasse des petits. Je trouve ça génial aussi de voir tous les partenaires derrière qui appuient cette initiative. Puis c'est très très inspirant. Une des choses qui m'a frappé en vous écoutant, c'est le parallèle que je fais avec les troubles de santé mentale, où il y a comme la même errance médicale pour trouver ce diagnostic et la même stigmatisation. Et donc je trouve ça très intéressant et en même temps interpellant de voir à quel point ces mêmes difficultés peuvent être rencontrées pour finalement avoir un soutien. Et quand bien même on l'a, on conserve une espèce de stigmatisation, voire une auto-stigmatisation aussi par rapport à... Et donc peut-être c'est des pistes aussi de réflexion ou de rapprochement avec d'autres disciplines, d'autres domaines qui ont pu peut-être avancer sur ces questions de stigmatisation pour finalement arriver à ces solutions, parce que je suis aussi omnubilé par les solutions. En tout cas, bravo, et c'est vraiment très inspirant. Puis ici, au centre Jean-Jacques Gaultier, là, que
que vous soyez là, c'est très chouette. Merci beaucoup. Merci Grégory. J'ai 2 questions en ligne. Donc, quelqu'un demande combien de fois doit-on consulter un médecin par année? Est-ce que c'est 1 ou 2 fois? Je ne sais pas s'il parle spécifiquement de la maladie cœliaque ou en général, j'ai demandé. Puis je peux vous donner la deuxième question tout de suite, là, vous pourrez répondre aux 2. Isabelle qui demande, est-ce que la diète FODMAP va aider aux symptômes aussi? Il y a plein de choses là-dedans. Alors, pour la fréquence, si, admettons, c'est pour une fois qu'on est diagnostiqué, combien de fois on devrait voir son médecin? Au Québec, en moyenne, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants vont être suivis par le gastro-entérologue. Donc, ici, dans la grande région de Montréal, le CHU Sainte-Justine, le Children, souvent, une fois que l'enfant est diagnostiqué, il va être suivi jusqu'à l'âge de ses 18 ans par le gastro-entérologue. Après ça, chez l'adulte, le suivi se fait généralement par le médecin de famille, ce qui est en l'occurrence une bonne nouvelle dans le sens qu'on retourne voir le gastro quand ça ne va pas. Donc, si on est suivi avec notre médecin de famille, c'est parfait. Sur le site de Cœliaque Québec, il y a une section professionnelle de la santé et il y a un tableau qui s'appelle Suivi médical. Donc, et là, on a tous mis les indicateurs à suivre et à quelle fréquence. Donc, le poids, ça va jusqu'à les carences nutritionnelles, la prise de sang, justement, des anticorps, à quelle fréquence elle doit être faite. Donc, toute l'information est à ce niveau-là. Pour la deuxième question, la diète FODMAP, en fait, la diète FODMAP va aider la personne qui a une sensibilité au gluten non cœliaque. Si on est allé jusqu'au bout puis qu'on a dit que ce n'est pas une maladie cœliaque parce que la personne, admettons, n'a pas le gène, a des anticorps négatifs, des biopsies négatives, mais qu'elle dit que quand elle mange une tranche de pain, elle ne se sent pas bien, on est probablement dans le FODMAP. Et là, effectivement, que cette diète-là va aider. Mais pour une personne cœliaque, une diète FODMAP ne fonctionnera pas. Il faut vraiment retirer le gluten de façon stricte de l'alimentation. Souvent, ce qu'on voit chez les patients cœliaques, étant donné qu'il y a une atrophie villositaire, on va souvent avoir l'intolérance au lactose. C'est vraiment l'intolérance qu'on voit beaucoup avec nos patients. C'est quasiment un patient sur 2 qui va avoir aussi une intolérance au lactose. Mais souvent, en commençant le traitement, donc la diète sans gluten, là, les villosités vont se régénérer, ça va se régler. Et des fois, la personne, son intolérance au lactose va vraiment s'en aller. Il n'y aura plus d'intolérance au lactose, mais des fois, elle va rester. Donc, ça va dépendre du patient, ça va dépendre de l'âge aussi, du diagnostic. Fait que là, il y a plein d'autres facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Est-ce que c'est le moment où on dit allez demander à votre médecin, allez demander à votre nutritionniste, parce que là, ça a l'air bien simple, oui. Mais c'est vraiment pas évident de mettre ça en place, ces diètes-là, puis de ne pas tomber dans la restriction, puis là, tu sais, d'obnubiler, de couper trop de choses quand c'est pas nécessaire. Avoir vraiment un suivi personnalisé et le bon suivi, en fait. Effectivement. Puis insister sur votre suivi. Moi, quand j'entends des gens qui ont la maladie depuis 30 ans puis qui n'ont jamais eu de suivi sur ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que si la personne s'est contaminée juste un petit peu à toutes les... sur une base régulière, mais qu'il n'y a pas de symptômes, parce qu'on a des gens, on a parlé de 200 signes et symptômes, mais le non-symptôme fait partie aussi de la maladie cœliaque, ce qui est complètement mystifiant pour nous. Pour la communauté scientifique également, moi, je me rappelle d'un gastro-entérologue qui avait présenté puis qui disait « Je ne peux pas comprendre que j'ai 2 personnes qui ont un diagnostic de maladie cœliaque, les villosités complètement atrophiées. Il y en a un qui mange une graine de toast, il est malade, il a mal au ventre, il est plié en 2, puis tout ça, puis l'autre, c'est comme il ne se passe rien. » Mais les 2 ont les villosités complètement atrophiées. Donc, c'est vraiment important là, de faire les suivis. Merci beaucoup. Une dernière question qui servira de conclusion. Est-ce que le Centre Jean-Jacques Gaultier offre des services en lien avec la maladie cœliaque? Je vais te laisser répondre. Malheureusement, non. Il n'y a pas, à ma connaissance, de centre spécialisé au Québec qui sert la population cœliaque. Donc, évidemment, on va voir ces patients-là. L'équipe clinique va voir ces patients-là s'ils ont d'autres problématiques existantes. Donc, évidemment, on ne fera pas fi s'ils ont une maladie cœliaque et un autre diagnostic, mais malheureusement, on n'offre pas le service à ce jour.
effectivement, on n'a pas de centre spécialisé au Québec encore. C'est un de mes rêves, bref. Mais une chose est certaine, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais les gens ont des questions, ils peuvent toujours venir sur Celiac Québec, que ce soit un patient, que ce soit un professionnel de la santé. Il faut savoir que nous, on a 2 nutritionnistes qui travaillent chez Celiac Québec, donc ils peuvent faire un bout de chemin avec la personne ou avec le professionnel de la santé. Puis quand les questions deviennent vraiment très pointues, très spécifiques, des cas atypiques ou des choses comme ça, on a aussi quand même un comité scientifique composé de gastroentérologues, médecins, qui peuvent nous aider, que des fois on va mettre en contact avec la personne puis pour aider à régler un cas. Ouais. Super. Et puis, est-ce que vous avez le temps pour une dernière technique s'ajouter? Allons-y. OK. Soyons fous. Est-ce que les probiotiques peuvent aider? La réponse officielle, courte, facile, c'est non. Non, il n'y a rien à faire. Mais il y a plus de nuances, mais bon. Oui. On manque de temps. mais tu sais, comme admettons, qu'est-ce qu'on fait si une personne mange du gluten par inadvertance, une personne diagnostiquée? C'est super plate la réponse, mais c'est repos, hydratation. Tu sais, je veux attendre. Oui, c'est cela. Fait que c'est la partie plate. Oui. Bon, un grand merci. Merci. Merci à vous. Pour ce beau projet, un peu de la présentation. Pour tous ceux, puis on a beaucoup de remerciements en ligne également. Là. Ceux et celles qui voudraient le revoir ou le partager avec d'autres personnes, la présentation qui a été enregistrée, là, puis on la mettra en ligne dans les prochains jours avec le PowerPoint également qui devrait être reformaté pour qu'on puisse lire tout chez nous. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Merci.